حافظ حفظة مزيان ولا شوي نظرا في الليل جا حافظ حفظة مزيان ولا شوي نظرا في الليل يثمونا وروع المحان أبوجي. Saadit Mendy, comédienne, tu vas nous raconter un peu ton histoire et surtout quand on évoque mon Algérie à moi, qu'est-ce que ça signifie? Je te remercie infiniment pour m'avoir choisi et pour faire partie de cette liste de toutes ces éminences parce que j'ai jeté un œil sur ton site web, donc merci. Moi, je suis quelqu'un de simple. Mon Algérie à moi, elle est un peu que ton Algérie à toi, parce que nous sommes originaires de Kabylie. Mon Algérie à moi, c'est la Kabylie d'abord, aussi simple que ça. Parce que je suis né en Kabylie, quand j'y étais, on n'allait pas à Alger forcément. J'ai découvert Alger après. Tu es originaire de? Là où on fait des bijoux, je suis originaire d'Athiané, j'arrête pas de le crier, de Durdura, d'Athiané, de là-haut, voilà. Je suis ça, c'est mon identité première, c'est mon identité profonde. Quelles sont tes attaches avec l'Algérie aujourd'hui? Mes parents qui sont restés là-bas, la Kabylie, et j'apprends des choses sur l'Algérie, donc ça m'intéresse, comme le congrès de la Soumam, là. Je suis pas très forte en histoire, moi. Tu étais forte dans d'autres matières, tu Je me ne diras. connais pas l'histoire de l'Algérie. Oui, mais tu sais que je la découvre au travers du travail que je fais. Donc j'ai entendu parler du congrès de la Soumam. Je sais pas en Algérie comment ça se passe. Je pense qu'on en est très loin. Quand on te demande de te présenter, Saadit Mendy, elle est un être humain, à l'esprit universel. D'abord, je me présente en tant que poète, parce que c'est ça mon premier truc, c'est la poésie, la chanson, la danse, etc. Je suis poétesse avant d'être comédienne. J'étais déjà poétesse avant de devenir comédienne. Dans nos familles, la tradition est importante. Elle a été marquante, cette tradition, cette culture. C'est une tradition orale. Elle m'a marqué, parce que moi j'ai découvert l'écriture que juste après, le Azou, le Tanmirt et tout ça, ça n'existait pas, on n'écrivait pas en berbère, rien du tout. Donc il n'y avait que l'oralité. Et même quand on se disputait, c'était des pamphlets, il fallait apprendre toutes les phrases là pour balancer. On se disputait en poésie, c'était pas méchant. Et on finissait par apprendre tout ce qu'il fallait savoir. En cas de dispute, en cas de félicitations, il y avait des codes. Même si c'est toujours délicat de demander l'âge d'une femme, et tu es née en 54, quelle est ta place dans la fratrie? Je suis l'aîné. Tu peux me donner une anecdote par rapport à ta date de naissance? Je ne saurais pas te dire exactement, même jusqu'à mon âge, là, 68 ans, j'ai pas encore la réponse. Ma mère, quand elle s'est mariée, elle était mineure. Donc ils ne l'ont pas inscrite sur le registre de l'état civil. Quand je suis née, elle était encore mineure, on ne m'a pas inscrite non plus. Ils ont attendu qu'elle soit majeure pour inscrire le mariage et pour inscrire ma date de naissance. Et donc elle s'est mariée en 53, en juin 53. Je suis née janvier 54. Ça ne marche pas. 6 mois après. Ça fait un peu court. Donc c'est bon. Oui, c'est présumé. Donc l'aîné d'une fratrie nombreuse? Non, nous sommes 6. Oui. 2 filles et 4 garçons. Quels sont les premiers souvenirs que tu as? Tes grands-mères, pas tous les grands-parents, mais il y avait certains qui étaient vivants. C'était, on allait au champ pour la cueillette des olives. Je me souviens, je m'asseyais en dessous d'un olivier pour apprendre mes récitations, parce qu'avant, on n'avait pas cours le jeudi. Donc tout en apprenant mes récitations, on ramassait des olives. Et on tendait des pièges pour attraper des oiseaux avec mon frère. J'étais chez les bonnes sœurs, donc il fallait bien travailler, quoi. Les fameuses sœurs blanches. Ah oui, les sœurs blanches, je ne vais pas dire bonnes sœurs parce que c'est péjoratif. Les sœurs, où j'ai appris l'essentiel de la langue française. L'essentiel de mon éducation, elle découle de là. Et je tiens à leur rendre hommage. Tu te souviens, quand on parle des sœurs blanches, donc des sœurs missionnaires Notre-Dame d'Afrique, il y a des prénoms comme ça de sœurs qui te reviennent à l'esprit? Bien sûr. C'est par exemple Sœur Servus Dei. On ne savait pas ce que ça voulait dire, mais c'est en latin, ça veut dire la servante de Dieu.
On avait sœur Joseph Sarto, qui est le nom d'un prêtre. On ne s'est jamais posé la question. Pour nous, c'était sœur Joseph et enfin des choses comme ça. Elles étaient jeunes, elles étaient belles et lumineuses. Et devant l'école, il y avait la Sainte Vierge, Marie. Et on en avait peur. Il ne fallait pas mentir. Il fallait avoir fait sa bonne action de la journée. On était comme ça. Voilà. En fait, j'aurais dû être une bonne catholique. Mais ils ne nous ont pas convertis. Oui. Mais ils nous ont donné une bonne éducation. C'était les leçons de morale et puis effectivement... Ah oui, la leçon de morale tous les jours. On avait des devises. Moi par exemple, j'étais une fleur, j'étais une violette. Violette, je me levais, toujours oui et le sourire. Pâquerette, toujours vrai. Aubépine, regard franc, cœur pur. Enfin des choses comme ça. Ça t'a marqué parce que tu en parles toujours aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. Et quand on a évoqué ensemble les Sœurs Blanches, tu disais je voudrais en revoir parce que elles ont été les premières, à veiller sur ta culture. En rappelant qu'en plus, dans les familles kabyles, les parents laissaient assez facilement les filles aller étudier chez les Sœurs Blanches. Bien sûr. Il y a des Sœurs Blanches que je revois encore. Hein. Oui. Ah ben oui, je ne les ai pas laissées tomber. Et elles parlent kabyle aussi bien que moi. On communique en kabyle quand on se voit. Et je me rappelle, ma mère m'avait envoyé là-bas parce que elle avait entendu que c'était sérieux, qu'on avait une bonne éducation et tout. Elle payait avec l'huile et des œufs. Par exemple, elle leur a apporté un peu d'huile, mais c'était gratuit l'enseignement. Et je faisais des kilomètres. Quand on parle ici de jogging, vas-y. Je mettais plus d'1 heure pour aller à l'école. Le matin et à midi, moi des fois j'avais rien, j'avais un peu de galettes et avec quelques figues. Ça me suffisait. C'est important ce témoignage qu'on fait parce qu'on veut aussi laisser expliquer aux jeunes générations, qu'elles soient ici ou en Algérie, ce qu'était l'Algérie, effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça. Pour des générations qui sont en perte de repères. Oui. D'ailleurs, à mes enfants, j'ai pas pu tout communiquer, hein, parce qu'ils rigolent et disent « Ah ouais, ah oui maman, quand elle était petite, elle grimpait aux arbres !» Des choses comme ça. C'est très différent. On te disait que tu étais limite un peu garçon manqué, non? Sportive. Sportive. Garçon manqué parce que je vivais dans une famille où il y avait plein de garçons. Mes cousins aussi, donc on allait au champ ensemble. J'étais comme un parce qu'il ne fallait pas trop montrer sa féminité non plus. Hein. Je me rappelle quand j'ai commencé à avoir de la poitrine, ma grand-mère m'a dit de mettre un bandage. Ça, Voilà. Et quand j'ai eu, comment dire, mes règles, je ne l'ai pas dit. Je les ai eues à l'école. Et pour moi, c'était étrange. Tu savais pas, quand t'avais pas préparé. J'avais tellement mal. Le prof m'a dit de rentrer à la maison. Je suis pas rentrée à la maison. Je suis allée dans les champs. Te cacher? Oui. Et après, toutes mes camarades sont sorties. La tassée, elle n'y était pas là. Et elles ont dit, mais si, elle est sortie à 10h. Voilà. Ce prénom Tessaadit, il te vient d'une parente, d'une grand-mère? Oui. C'est comme ça qu'on fait. On remplace. Mes deux arrière-grand-mères s'appellent Tessaadit. Alors Tessaadit, ça veut dire porte-bonheur, ça veut dire félicité. Alors mon petit prénom c'est Tassi, Félicie aussi. Mais je n'ai pas de poils aux pattes, je ne suis pas pleine de poussière. On parle aujourd'hui, on parle aisément de cette culture française aussi, parce qu'elle t'a accompagnée depuis ta plus tendre jeunesse. Quand tu es jeune, est-ce que tu imagines que ta vie, est-ce que tu avais déjà des envies de devenir comédienne ou poétesse? C'était quoi tes aspirations là-bas Artiste. Oui. Artiste. Je chantais, je dansais, mais on prenait pour une autre. Oui, parce que dans ta famille, vous n'aviez pas de... Il faut te marier. Si, mon grand-père, qui était ici en France, il a émigré très longtemps. Quand il est revenu en Algérie, il n'avait que son violon.
C'est ce qu'on disait. Alors, pour se moquer de lui, quoi, comme il n'a pas ramené d'argent. Il n'a pas ramené d'argent, ouais. Mais moi, le violon, c'était beau pour moi. Je suis comme mon grand-père, j'ai hérité ça de... Tu l'as connu, ce grand-père? Non, non, je ne l'ai pas connu. Et la poésie, oui. Je lisais beaucoup, hein. Oui. La poésie, je l'ai découverte. Un jour, j'ai lu un poème de Rimbaud. C'est un trou de verdure au chantement. Oh, je suis mort. Je suis là. Après, j'ai essayé de découvrir d'autres poètes français et tout ça. Comme mon père était ici en France, oui. Là, ma place c'est là-bas. Il faut que j'aille. Il faut que j'aille en France. Ce qui m'a emmené en France, c'est la langue française que j'aime par-dessus tout. En plus de la langue kabyle, bien oui, sûr. Oui, oui. J'admire la langue française. Et c'est ça qui, assez jeune, t'a convaincu que ta place sera en France et ouais. avec le risque quand même, le fait de laisser quand même de quitter son pays, de laisser les siens, de partir un petit peu aussi effectivement à l'aventure, ça t'a jamais freiné? Non. Et tes parents t'ont dit tu pars pas en France ou là? Non, 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 ah oui, ils ont essayé de m'en empêcher. Hein. Pour moi, je ne laissais pas l'Algérie. Il n'existait pas pour moi. Je laissais la Kabylie. Mon pays, c'était la Kabylie. Je suis jamais sorti. Hein? J'ai jamais vu d'aéroport, jamais vu... Voilà. Oui, tu disais tout à l'heure que Alger, c'était quelque chose une ville que tu connaissais pas. J'ai jamais pris le train. C'est ici que j'ai vu un train. C'est au parc de Touareg que j'ai vu pour la première fois un chameau. C'est vrai. Voilà. Et je disais, quitter ta famille, c'est pas quelque chose qui t'a inquiété. Tu n'as pas eu de pression en tant qu'en plus fille aînée de dire mais une fille part pas. La mort de ma mère. C'est après ça que je suis venue en France. Oui. C'est la mort de ta mère qui a été un peu facteur déclenchant? Je sais pas. Ton père s'est remarqué. Mon père était ici. Oui. Voilà. Oui. C'est peut-être effectivement ce qui a finalement fini de te convaincre de partir, pour voilà. Changer d'environnement. Parce qu'après ça, j'ai eu une petite dépression. Oui, oui. On m'a conseillé, il y a un docteur qui m'a conseillé de changer de milieu pour. Voilà. Donc je suis venu ici rejoindre mon père. Ton père était où? Dans quelle ville? Mon père, il a dit, moi, je ne suis pas comme les autres immigrés. Moi, ton père, il n'a pas habité à Lanterre. Ton père, il a habité 11 rue Simon Lefranc, Paris 4e, à côté de l'hôtel, bazar de l'hôtel de ville. Et c'est là que tu arrives? C'est là que j'arrive. Oui. Ouais. Tu te souviens du jour où tu viens en France? En plus, à l'époque, on rappelle qu'il n'y avait pas besoin de visa. Il y avait quoi? Tu viens avec quoi? Il fallait une autorisation de sortie. Oui. Je suis arrivé à l'aéroport. En fait, je ne suis pas allé à la rue Simon Lefranc parce qu'il y avait une petite chambre. Oui. Je suis allé à Puteaux chez des cousins, moi. À Puteaux. Mais avant d'y aller, je suis arrivé en pleine nuit. Déjà, j'arrive à l'aéroport, je veux un billet. Il y a quelqu'un qui arrive, qui me dit, eh ben, attends, je vais aller te le chercher. Je lui ai donné l'argent. Oh non. Il est parti. Il n'est pas revenu. Il n'est jamais revenu. Oh non. Il n'est jamais revenu. Heureusement que j'avais un petit peu d'argent. C'est ça qui m'a mis en retard. J'ai racheté un autre billet. J'ai pris l'avion. Je suis arrivé la nuit à Paris. Mais c'était beau. De là-haut, je voyais les lumières. Île de lumière. C'était magnifique. C'était féerique. Tu as quel âge quand tu arrives magique, en France? La vingtaine d'années. C'était, voilà. On atterrit. J'appelle des cousins à Puteaux. Ils ne savaient pas que j'allais arriver. Voilà, je suis arrivé. Ah bon? Ils t'ont laissé partir? Qu'est-ce que tu viens foutre ici? On ne t'attendait pas, oui. Voilà, il fallait payer le taxi. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Je leur ai raconté, j'ai tout dépensé à l'aéroport. Puis je suis allé à Puteaux et puis voilà, c'est comme ça. Après ça, j'ai voulu m'inscrire dans une école de cinéma pour devenir réalisatrice. J'ai passé un concours que j'ai raté. Et je me suis inscrite en littérature à la Sorbonne. Oui, parce qu'on connaît on connaît la comédienne aujourd'hui, mais avant d'arriver à ce parcours, ce métier de comédienne, effectivement, il y a un parcours où il fallait que ta décision, de toute façon, elle était de rester en France. Mais il fallait que tu trouves un travail alimentaire, en tout cas.
entre-temps, je me suis mariée et j'ai fait comme ma grand-mère m'a dit. Parce que je voulais faire du théâtre au départ. Il fallait que je me mariasse avant. Ma grand-mère m'a dit, tu veux chanter, tu veux danser, marie-toi. Fais un travail noble et tout comme l'enseignement. Après, si tu veux, tu divorces, tu voles de tes C'était pour propres ailes. voilà, pour t'acheter une, comment dire, pas une crédibilité, mais voilà, être tranquille, c'est ça, ne pas être embêté, ne pas t'exposer. Pour faire partie du moule. Donc voilà, je me suis mariée, j'ai divorcé, j'ai quitté l'enseignement, j'ai devenu comédien.